Merci donc d'être des nôtres dans ce café politique qui portera essentiellement sur un ouvrage aujourd'hui. C'est surtout dans ce cadre qu'on est réunis ici. Le décor étant ainsi bien planté par Monsieur Olivier Dossou, journaliste à Civican Média, le café politique du 7 septembre dernier à Paris est en effet une rencontre d'échange autour du livre de Monsieur Sébastien Nadeau intitulé « Togo, la démocratie étouffée ». En sa qualité d'ancien parlementaire français, Monsieur Sébastien Nadeau a fait l'historique de son parcours avant de rappeler à son auditoire le fonctionnement du Parlement français en matière de politique étrangère. Quand on est normalement député à la Commission des Affaires étrangères, je dis bien normalement, la Constitution indique qu'on contrôle l'action du gouvernement et en la matière, l'action du ministre des Affaires étrangères. Et j'ai été tout de suite frappé, on va dire au bout de quelques semaines, de me dire qu'en France, il y avait cette particularité, c'est que dans la plupart des commissions, il y avait bien un contrôle de l'action du gouvernement, mais qu'en matière d'affaires étrangères, ça se passait différemment. Et que les députés ne contrôlaient pas l'action du gouvernement, ne contrôlaient pas ce que fait le ministre des Affaires étrangères, mais caressaient le ministre des Affaires étrangères et faisait la communication du ministre des Affaires étrangères. Un rôle qui est tout autre que celui d'un parlementaire. En dehors de quelques parlementaires de l'opposition qui essaient tant bien que mal d'assumer leur rôle de parlementaire, on a cette particularité de la Constitution française qui est un petit peu glissante quand on parle d'affaires étrangères. Il y a un certain nombre d'actes administratifs quand il s'agit de matières étrangères qui sont inattaquables devant la justice. Place ensuite à un tour de table des intervenants sur la situation dans le Sahel et en Afrique d'un point de vue général. Le Sahel a besoin d'une organisation différente de celle qu'elle connaît actuellement, a besoin de s'affranchir d'un certain nombre de vieilles tutelles qui ne veulent pas lâcher le morceau, et parmi elles la France. Considérant la situation des élites qui dirigent un certain nombre de pays, eh bien, il y a des gens qui décident qu'on va les remplacer. Le problème évident, c'est qu'il y a eu de nombreuses tentatives par des démocrates pour remplacer les dictateurs. Lesquels démocrates sont parfois en prison. On peut penser au Congo, avec le général Mokoko par exemple, mais il y a énormément d'exemples comme ça. Lesquels démocrates ont été assassinés, lesquels démocrates sont en exil, lesquels démocrates se sont retrouvés dans des situations de vie tout à fait impossibles pour continuer une activité politique. Et finalement, l'aide des pays comme la France n'en a pas été une à la démocratie, mais bien au contraire, elle a été très souvent une aide au découragement des démocrates. Alors aujourd'hui, se retourner, regarder et dire comment ça se fait, il y a des putschs, oui c'est l'Afrique, c'est normal. Mais bien évidemment qu'on se retrouve dans une situation où, quand on regarde le Gabon très récemment, qui peut penser qu'un peuple veut continuer avec le même système depuis 56 ans? Et comme la démocratie est quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de dialogue et beaucoup, on va dire, de partenariat, à partir du moment où les partenaires qui peuvent être importants ne jouent pas le jeu de la démocratie, eh bien il reste plus beaucoup de solutions autres que celle de la force, qui n'est pas une solution satisfaisante dans la durée. Mais bien évidemment, c'est pas moi qui vais défendre le putschisme comme une manière de fonctionner dans les prochaines années. Mais toute la question, c'est comment faire autrement. C'est là qu'il y a une forte interrogation sur la France, puisque la France a joué de longue date un rôle important dans la région. Particulièrement, on a cette situation des années 60, 1960, il y a une grande quantité des pays qui accèdent à l'indépendance. Mais quelle indépendance, hein. Le Togo est quand même une histoire tout à fait singulière. À partir du moment où le Togo accède à l'indépendance, dans la mesure où le chef d'État qui a été élu démocratiquement se retrouve en place, mais n'est pas suffisamment docile
du point de vue de la France, mais veut créer sa propre monnaie, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, c'est un intellectuel, il a fait ses études à la London School of Economics, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'indépendance pour les anciens colonisateurs, et donc il va être assassiné effectivement. On a masqué beaucoup de choses, mais à travers le livre, je raconte un petit peu tous les protagonistes, comment se sont construites les choses. Ne serait-ce qu'un exemple, mais la protection du président de la République du Togo était assurée par un capitaine de gendarmerie français. Et très curieusement, ce gendarme, il doit s'occuper de la sécurité du président de la République. Il se fait assassiner. Eh bien, vous savez quoi? Ce gendarme, il a une promotion juste après. Donc, il y a des indicateurs quand même comme ça. Bien sûr, on n'a personne qui a tourné la vidéo avec un iPhone pour dire c'est bien lui qui a tué. Mais la main de la France, on sait qu'elle est totalement derrière cet assassinat. Quand je disais que l'opération Barkhane n'avait nul lieu de durer aussi longtemps et que les militaires n'avaient rien à faire dans le désert, on me disait mais comment? Il y a 30 militaires français qui sont morts pour les Africains là-bas. Vous n'avez pas honte en tant que parlementaire français de raconter ça? Ce qui n'a strictement rien à voir. Il y a une opération qui est déclenchée en 2013, plus ou moins justifiable a posteriori, puisqu'il semblerait que des responsables politiques maliens demandaient à la France d'intervenir. Il y en a bien qui l'ont demandé, mais comment se sont-ils fait forcer la main? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais en tout cas, une opération militaire n'est pas acceptable quand elle est dans la durée telle qu'elle l'a été, puisque finalement, la France était en guerre au Sahel pendant presque une dizaine d'années. Et la France, si elle n'a à offrir que des militaires au Sahel, eh bien, elle doit disparaître du Sahel si elle n'a rien d'autre à offrir. Et donc, on est dans cette situation d'un Sahel qui doit recomposer complètement son fonctionnement avec ces pays dont les frontières sont des frontières qui sont, en dépit de la logique historique, en dépit des regroupements de population qu'il y a pu y avoir, qui sont donc des frontières qui ont été plaquées par le monde occidental au moment de la décolonisation et qui sont une manière de gêner la progression des peuples qui s'est rajouté à ce chapeau monétaire qu'on a trouvé, cette dépendance parce qu'on a installé des dictateurs avec suffisamment de forces militaires pour éteindre toute alternative démocratique. Et donc on en vient effectivement à ce système de la France-Afrique. D'autres pays occidentaux ne sont pas tellement plus exemplaires que la France, mais enfin, la France a joué un rôle qui est un rôle négatif dans les 70-80 dernières années. Avant, c'était la période coloniale, donc je suis historien, donc je ne vais pas vous dire, certainement pas vous dire qu'elle a joué un rôle positif, contrairement à certains présidents de la République, mais toujours est-il qu'on est dans un moment de reconstruction, de recomposition, et que c'est un combat entre des forces très diverses, dont certaines vont pas amener quelque chose de positif pour les populations, dont certaines essayent d'amener quelque chose de positif pour les populations, et c'est sur celles-là qu'il faut s'arrêter, c'est celles-là qu'il faut, avec lesquelles il faut trouver un modus operandi, une manière de fonctionner pour qu'elles fonctionnent bien, et sans condescendance et sans regard de supériorité depuis la France, puisque je vous le disais dans ma prise de parole précédente, la France ne peut plus donner quoi que ce soit comme leçon à un pays africain quel qu'il soit. Bon, au risque de choquer certains d'entre vous, je m'excuse d'avance, mais moi je crois qu'au Mali, disons l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ou plus généralement l'Afrique, a décidé de dire merde à Sarkozy. Pourquoi Sarkozy? Parce qu'on lui avait dit. On lui avait dit, ne va pas casser la Libye. On lui avait dit, va pas assassiner Kadhafi. On lui avait dit, va pas bombarder la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour arrêter Laurent Gbagbo et le transférer à La Haye. On l'avait prévenu que ça finirait
mal. C'est vrai, le pauvre Macron, il ramasse les pots cassés, mais le véritable instigateur de ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord et avant tout Nicolas Sarkozy, qui a été jusqu'à la caricature l'incarnation de la France-Afrique. Depuis son discours de Dakar, où il a traité les Africains de ne pas être suffisamment entrés dans l'histoire, il a essayé de mettre en application ces idées en réduisant de nouveau l'Afrique à un état de comptoir où chacun pouvait aller puiser ce qu'il voulait, en cassant nos États, aussi imparfaits soient-ils. Ils ont cassé la Libye, ils ont déversé tout l'arsenal libyen dans le Sahel, ils ont encouragé les Touaregs, qui sont nos frères, avec qui on vivait en bonne intelligence depuis des décennies. Ils ont encouragé à quitter la Libye, rentrer avec armée et bagages dans le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina, et j'en passe. Et c'est de là que date la guerre. Et cette guerre a détruit nos villages. Cette guerre a détruit des familles, des enfants, a réduit tout le Sahel, tout le peuple sahélien à une misère noire. Moi, ça me fait mal au cœur de devoir aujourd'hui justifier des putschs. J'ai passé toute ma vie à lutter pour la démocratie. Une personne, une voix, et les dirigeants doivent être mandatés par leur peuple, par un vote démocratique pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, on en est réduit à justifier des putschs parce que les populations en ont plus que marre. Ils n'ont plus le temps d'attendre qu'on organise des processus démocratiques, qu'on leur donne cette souveraineté-là pour qu'ils puissent se doter des dirigeants ou des gouvernances qu'ils veulent. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir de cette tournée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça crée une brèche dans laquelle les Africains peuvent s'engouffrer. Les démocrates africains peuvent se saisir de cette situation pour refaire du Sahel un territoire viable. Moi, ma génération, et c'est ce que je dis souvent quand je prends la parole, ma génération, c'est la génération des dociles. C'est-à-dire que nous, notre génération, on n'était pas trop dans la contestation, on n'avait pas tous ces outils numériques qui pouvaient nous permettre de nous informer. Nos parents n'étaient pas trop dans la lutte panafricaine, nous expliquaient pas trop les choses. Alors parfois, on vivait les choses de l'intérieur, mais pas d'une manière très explicite. Et puis, bon, quand on n'aime pas l'injustice, forcément, on cherche soi-même. Et en tant qu'enseignante, forcément, j'ai cherché et je lutte aussi pour l'Afrique des libertés, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait retrouver sa vraie démocratie. Mais quand je dis démocratie, une vraie démocratie, pas une démocratie déguisée comme nous l'avons connue depuis une soixantaine d'années, où nos dirigeants ne sont pas des vrais démocrates et où le peuple est complètement abandonné et laissé à lui-même. Le Tchad aussi est partie prenante. Vous savez qu'en avril 2021, il y a eu le décès tragique du feu maréchal Déby. Jusqu'à ce jour, les Tchadiens cherchent encore la vraie raison de ce décès et comment il est décédé, parce que nous, Tchadiens, nous avons des doutes sur l'explication et ce qu'on nous dit que ce sont les rebelles qui l'ont tué. On a des doutes là-dessus. Et par conséquent, on attend quand même qu'il y ait aussi une transparence qui soit faite à ce niveau. Déby, pour faire court, 30 ans de règne sans partage, ou alors quand il y a partage, on achète les gens, on les sous-doit, etc. La population complètement abandonnée, le pays n'est pas développé. Le Tchad fait partie des rares pays d'Afrique où le sous-développement est criant. Là, on est au XXIe siècle, pas d'électricité en pleine capitale qui est N'Djamena, pas d'eau potable pour la population. Au niveau des écoles, les enfants sont encore dans certaines écoles assis à même le sol pour pouvoir étudier. Pas de latrines dans les écoles. C'est pour vous dire que l'état du Tchad est vraiment, le développement du Tchad est dans un état un peu pitoyable. Et là, donc c'est le fils qui
qui a repris effectivement le règne, et comme vous le savez tous, adoubé par le président Macron lors de l'investiture. Et donc, c'est une affaire à suivre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Revenant à l'essentiel de ce café politique à Paris, M. Sébastien Nadeau va expliquer ce qui a motivé la publication d'un livre sur la politique togolaise. D'abord, j'ai été parlementaire, membre de la Commission des Affaires étrangères, et je me suis intéressé au processus démocratique dans les pays d'Afrique à partir de 2018. Donc il y a une élection au Togo qui se situe pendant la période où je suis parlementaire, en février 2020. Cette élection, c'est une élection qui a un moment tout à fait particulier, puisque en France, on est dans le confinement, en plein confinement, ce qui est une chance pour moi parlementaire, parce que ça me permet de travailler, alors que d'habitude, je suis obligé de faire des allers-retours, plein de temps dans les transports, de faire tout un tas de sujets. Bref, là, ça me laisse le temps de regarder ce qui se passe, de voir cette élection. Depuis la France, ça paraît un petit peu curieux ce qui se passe. On ne comprend pas bien. Puis on n'a pas tant d'informations que ça, finalement. Je vais rapidement, mais quelques mois après, on est en avril, et je reçois sur ma boîte mail un appel, qui est l'appel de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Govro, lequel je mets en introduction du livre. Et cet appel, c'est une demande, la maison de Gabriel Agbemoye-Kodjo, qui vraisemblablement a gagné l'élection présidentielle, est encerclé par les militaires. L'archevêque de Lomé est avec lui, et c'est un appel pour dire mais faites quelque chose, ces gens-là ne sont pas là pour des bonnes raisons avec des armes. Un opposant politique, qui plus est certainement le vainqueur de l'élection, ne devrait pas subir ça. Et il fait un appel aux chefs d'État étrangers, je dirais, il termine en disant qu'il fait un appel à toutes les bonnes âmes. Alors c'est pas que je me considère comme une bonne âme par rapport à d'autres, mais sauf que moi je reçois ce message sur ma boîte mail, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible. J'ignorais totalement l'histoire du Togo. Et quand je dis totalement, c'est que je n'en savais pas une ligne. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est que je me suis dit, déjà, la première chose, c'est que si moi, historien, je ne connais pas une ligne de l'histoire du Togo, je ne dois pas être tout seul en France à ne rien y connaître. Et depuis, ça s'est avéré comme quelque chose. Ça permet de connaître un petit peu cette histoire. Gaëtan en a parlé. Il y a avant la décolonisation, il y a le jour de l'indépendance. Alors moi, je mets ce discours de l'indépendance, ces quelques lignes qui sont quelque chose d'extrêmement, pour moi, d'extrêmement fort, tel que c'est prononcé par le président de la République élu du Togo. Et ensuite, effectivement, il y a cet assassinat d'un président qui était un président brillant, trop brillant pour qu'on le laisse faire. Et on déroule cette histoire du Togo tranquillement, mais je dirais tranquillement, de heure en heure, et d'intervention systématique de la France, toujours pour le malheur du peuple togolais. Ce qui est quelque chose qui paraît improbable quand on mène pas cette enquête telle qu'on l'a menée. On dit non, c'est pas possible. Et on en arrive au moment de cette élection de février 2020. Et là, on va reprendre, avec mon équipe, on va reprendre presque le fil jour par jour de tout ce qui se passe, quelque temps avant l'élection, jusqu'à 6 mois, 1 an après l'élection. Et on s'aperçoit non seulement que la France a agi à plusieurs reprises, très clairement, pour favoriser le dictateur en place au détriment d'un processus démocratique. Donc, premier point, extrêmement grave. Mais la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que la France l'a fait, mais totalement décomplexé, c'est-à-dire que vous, comme moi, n'importe qui, il suffit d'aller regarder les informations et on le voit. C'est-à-dire que moi, parlementaire, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ait une diplomatie décomplexée au point de tout faire
de manière à ce que quelqu'un accède à l'information et s'en rende compte. Je vais vous citer un exemple, un seul, pour bien comprendre ce qui s'est passé. On a donc cette élection en février 2020. Tout de suite, il y a une proclamation des résultats. Alors, le Togo est bien plus fort qu'en France parce qu'ils arrivent à donner les résultats bien plus vite qu'en France. Bon, je ne voyais nulle malice de ma part, mais quand même, des résultats aussi précipités, aussi rapides, chapeau pour arriver à les donner. Bon, on a tout de suite les chars dans Lomé. Tiens, c'est bizarre. Même en France, je ne sais pas, mais un jour d'élection, pourquoi il y a des chars dans les rues ? Pour faire peur, évidemment, aux gens, pour pas qu'ils revendiquent autre chose. Mais passons, parce que là, c'est pas l'intervention directe de la France. Mais qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent ? On comprend bien, tout le monde sait au Togo, tout le monde parmi les diplomates, les ambassadeurs qui sont en place savent que l'élection a été volée. Et partant de là, l'ambassadeur de France, trouvant qu'il y a quelques journalistes d'opposition qui racontent trop de choses dans leurs journaux, qu'est-ce qu'il fait, l'ambassadeur de France ? Il porte plainte contre ces journalistes et il fait suspendre les journaux, la parution des journaux d'opposition dans le moment qui vient juste après l'élection présidentielle, à un moment où tout peut basculer. Tout peut basculer. Qu'est-ce qu'on fait ? On suspend. Et qu'est-ce qu'on fait en plus ? Il nous reste RFI qui donne de l'information et qui va donner de la désinformation, qui va publier notamment un espèce de courrier dont on ne comprend pas bien, une pseudo-lettre de félicitations du président Emmanuel Macron. Moi, j'en ai vu quelques-unes, des lettres de félicitations, mais il n'y a même pas le président de la République de la France. On voit que la feuille, elle a été coupée à un endroit. Bref, on a un truc caviardé. Alors peut-être qu'il l'a félicité, et puis il l'a reçu à l'Élysée quelques temps plus tard, un an après. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que Gabriel Agbe-Moye-Kodjo, vraisemblablement, a été élu président de la République. Les premiers indicateurs dans tout ce qu'on a pu récolter comme résultat le montraient largement en avance. Et c'est pas ça qui est arrivé. Le président en place, président dictateur en place, a volé cette élection parce qu'il avait les militaires sous sa gouverne, parce qu'il avait installé un règne de la terreur et que quelque temps après, il y a bien un militaire qui a tenté certainement de ramener les choses, il n'est plus là pour en parler. Eh bien, voilà ce qui s'est passé au Togo. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour raconter cette histoire du Togo où la France a été malfaisante depuis la décolonisation. Donc elle a été malfaisante pendant la colonisation, et elle a été malfaisante ensuite. Mais c'est pas juste la période des années 60 avec Focard et puis la France-Afrique. C'est hier, c'est en 2020, et donc c'est encore aujourd'hui, on n'en est pas sorti. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il faut bien savoir que, je vous le disais tout à fait au début de l'intervention, il n'y a pas de contrôle de la politique étrangère de la France, les parlementaires n'arrivent pas à l'exercer. Résultat, on a quelque chose qui est tout à fait déplorable dans la manière. Et je voudrais terminer sur cette question du livre. Il y a un titre, La démocratie étouffée. On en a discuté, c'est avec Théam qui est ici, donc l'éditeur. La démocratie étouffée, c'est finalement dans nos échanges qui sont de longue date avec Théam, il y a cette idée qu'il y a la démocratie étouffée en Afrique. Et je crois que tu en parleras très bien à nouveau. Mais cette démocratie étouffée, on aurait pu mettre un point d'interrogation, non pas pour s'interroger est-ce qu'elle est étouffée, mais qui l'étouffe. Et donc voilà, c'est ce message moi que j'ai voulu faire passer, ancien parlementaire français, avec mon expérience de parlementaire, j'aime mon pays, j'aime la France. Mais néanmoins, je suis très malheureux et je me suis senti obligé, ça m'obligeait de savoir tout ça, tous les méfaits et cette situation, ça m'obligeait vis-à-vis de quelqu'un qui s'est fait voler l'élection, vis-à-vis d'un peuple. Ça m'obligeait de l'écrire
Mais c'est aussi un message pour tous les pays de la région qui, d'une manière ou d'une autre, très souvent se retrouvent dans cette situation des démocrates et des démocraties étouffées. Faisant le parallèle avec le Tchad, Madame Souanti Edjangué Lotin, présidente de l'Association des femmes tchadiennes et amies du Tchad de la diaspora, a rappelé de long en large la politique du Tchad depuis les indépendances. Nos pays fonctionnent encore avec les constitutions qui ont été établies, écrites, décidées et qui ne collent pas du tout à la réalité africaine et encore moins à la réalité tchadienne. Donc au Tchad, depuis l'indépendance du Tchad, je dirais que le Tchad n'a jamais vraiment eu de vraie démocratie. Il y a eu un semblant de démocratie avec le premier président Tombal Baye, qui est arrivé donc aux années indépendance et qui a travaillé aussi main dans la main avec la France. Et à un moment donné, quand il a commencé aussi à tourner le dos à la France, et bien forcément, ça a été sa chute. Ça a été sa chute parce que souvent, quand ces présidents-là, dans un premier temps, estiment que bon, je suis là tant que mes intérêts sont remplis et que moi aussi je satisfais les intérêts de la France, tout va bien dans le meilleur des mondes. À un moment donné, quand la pression de la population et des pays voisins sont un petit peu fortes, et que ces présidents commencent à changer un peu de discours et à se dire « Ah, ça serait peut-être mieux que je change un petit peu de ligne directrice », et bien forcément, ça déplaît à la France et donc on en arrive à un coup d'État ou alors à un meurtre. C'est ce qu'on a connu sur l'Afrique, les pays africains depuis des années. Pour parler un petit peu plus particulièrement du Tchad, donc il y a eu Tombal Baye. Après Tombal Baye, bon, on a eu quelques successions où il y a eu Maloum, le président Maloum un petit moment, et le président Félix Maloum. Oui, Félix Maloum. Et quand Félix Maloum est arrivé, le président Félix Maloum aurait pu rester un peu plus longtemps s'il n'avait pas demandé à la base française de quitter le Tchad. Dès lors qu'il avait demandé à la base française de quitter le Tchad, rien n'allait plus dans le meilleur des mondes, donc forcément, on a fait sauter le président Maloum pour ramener le président Goukoune. Alors quand Goukoune est arrivé au pouvoir, les Tchadiens se sont dit à un moment donné, ah, il est gentil. Ok, il est gentil, mais c'était un président qui n'avait pas vraiment la mesure de la gestion d'un pays, parce que lui, il est issu d'une chefferie traditionnelle, et par conséquent, il voulait gérer le pays comme on gère une chefferie traditionnelle, ce qui ne peut pas marcher. Donc après, pendant cette période-là, il y a eu toutes les négociations avec Hissène Habré, qui était donc dans les montagnes et qui avait détenu Madame Clostre comme otage à l'époque. Il fallait libérer Madame Clostre. Donc pour libérer Madame Françoise Clostre, voilà, Françoise Clostre, l'anthropologue. Exact. Et puis aussi la mort du commandant Galopin. Exact. Voilà. Donc pour gérer tous ces problèmes-là et puis libérer donc Madame Françoise Clostre, on a dû armer Hissène Habré. Et on a aidé Hissène Habré à revenir donc au Tchad, dans un premier temps avec des discussions, des accords de Kano 1, Kano 2 et j'en passe, etc. Et puis une fois que lui, il s'est retrouvé à N'Djamena, son objectif, c'était pas juste rentrer au pays et aider les autres à gouverner le pays, mais c'était prendre le pouvoir. Et la France l'a aidé effectivement à prendre le pouvoir. À partir de là, s'est installée une vraie dictature. Donc, pendant plus de 10 ans, où il a rayé vraiment, où il y a eu des tueries, comme d'habitude, comme on voit comment ça se passe dans les pays africains, quand on a des dictateurs à la tête de l'État. Les opposants, dès qu'on disait un mot de travers, étaient systématiquement emprisonnés ou tués. Bon, et par la suite, Hissène Habré, vers la fin, a commencé à tourner le dos à la France parce qu'il a commencé à changer de discours. Et là, on a aidé donc Idriss Déby, qui à l'époque était l'aide de camp et le directeur de cabinet et le chef d'état-major de Hissène Habré, à venir donc faire un putsch sur Hissène Habré et à prendre le pouvoir. Donc, Déby a pris le pouvoir.
Il est resté une trentaine d'années et beaucoup de l'extérieur. Et pendant cette trentaine d'années, ce que lui, il a fait contrairement aux autres, c'est-à-dire qu'il a réformé complètement l'armée tchadienne et l'armée tchadienne est devenue purement et simplement clanique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens de sa région ou du Nord qui sont effectivement dans l'armée et qui peuvent rentrer dans l'armée. Il n'y a plus de concours, il n'y a plus des écoles des officiers, il n'y a plus rien. Le Tchad est l'un des rares pays aujourd'hui à avoir plus de 1000 généraux. Voilà. Donc, alors que généralement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ces généraux-là, dès lors qu'un civil pose un acte de bravoure, le lendemain, il est décoré, il a le titre de général. Donc, on est un peu dans ça. Pareil, alors, Idriss Déby, effectivement, à un moment donné, il dit non, il faudrait qu'il y ait plus de partis pour qu'on rentre dans une démocratie. Ça, c'est sa ligne de conduite. Sauf qu'il accepte que les opposants créent des partis, mais les partis n'ont pas les droits qu'auraient dû avoir traditionnellement les partis politiques de l'opposition. Tout à fait. Donc, dès lors que vous créez un parti politique qui s'appelle de l'opposition, mais que vous l'accompagnez dans sa ligne directrice de gestion, tout va bien. Dès lors que vous ne voulez pas, ça ne peut pas marcher. Ça a été justement pour cette raison qu'il s'est opposé à la création du Parti des transformateurs de Succès Masra, donc jusqu'à son décès. Et finalement, c'est le fils qui a donné l'autorisation à Succès Masra de valider légalement son parti, alors qu'il avait quitté la banque pour créer ce parti et pour travailler pour le Tchad. Et pendant toutes ces années où Idriss Déby est resté au pouvoir, si on regarde, déjà même ne serait-ce qu'au sein du clan Déby, ils sont tous généraux. Et ils ont tous les postes clés. Donc ils sont tous des ambassadeurs, des directeurs du cabinet, et ils sont tous à la tête de toutes les grandes sociétés du Tchad. Mais le Tchad, la période Déby correspond aussi à la période de la découverte du pétrole, notamment de Doba, dont le pipeline s'étendait jusqu'au Cameroun. Qu'est-ce que ça a apporté sur le plan économique et social? Doba est la ville qui a vu jaillir effectivement le pétrole, mais Doba n'a pas profité d'un iota de ce pétrole. C'est une des villes du Tchad qui est toujours restée dans la pauvreté. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas d'école, pas de ceci, pas de cela. Il n'y a rien. Vous arrivez à Doba, il n'y a strictement rien. Et justement, pour mettre en place les infrastructures à un moment donné, les paysans qui avaient des champs de manguiers, etc., se sont vus forcément expoliés et on leur a donné 2500 francs CFA par manguier qu'on coupait à l'époque. D'accord. Voilà, donc ça représente même pas 1 euro, finalement, quelque chose comme ça, 2-3 euros. Les jeunes, aujourd'hui, on parle de plus de 10 000 chômeurs. Alors, le Tchad, 10 000 jeunes chômeurs diplômés qui ont des masters. Le Tchad, depuis... je vais revenir un tout petit peu en arrière, juste pour faire la petite transition. Moi, ma génération, donc c'était sous Tombal Bay, après un peu avec Hissène Habré, notre génération, quand on arrivait au bac, on avait 2 possibilités. Soit une bourse pour sortir, faire des études à l'extérieur, ou aller à l'université à N'Djamena, moyennant 25 000 francs CFA à l'époque. Avec l'arrivée d'Hissène Habré, si vous avez des passe-droits et vous faites partie du clan, vos enfants vont étudier en Europe ou aux États-Unis, etc. Et les enfants des autres sont laissés sur le bord de la route. Donc souvent, les parents, ce qu'ils font, tous les parents, si vous allez aujourd'hui à Ngaoundéré, Yaoundé, etc., je pense que les 2/3 des étudiants de ces villes camerounaises sont tchadiens. Donc les parents payent des logements et payent la scolarité, les enfants sortent, ils font des études, ils ont leur master, ils reviennent, mais pas de travail. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. À son tour, M. Gaëtan Zoumarou, militant du groupe des 9, G9,
Togolais, connaissant parfaitement la politique togolaise, a appuyé les démonstrations de M. Sébastien Nado. Le Togo va mal, le Togo vit mal et le Togo, au fond, vivote. Aujourd'hui, au Togo, on ne peut plus se soigner dignement. On ne peut plus s'éduquer convenablement. On ne peut plus trouver du travail à la hauteur de son diplôme si on est au Togo. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans le temps, on avait encore une caisse agricole, une banque pour les paysans. Pillée, disparue. Ça s'appelait la CNCA, la Caisse nationale de crédit agricole. Disparue. Quand tu vas dans mon village, mes oncles qui sont restés au village, qui ont des plantations, à chaque nouvelle saison, on est obligé, nous autres, neveux et fils, de se cotiser qui 10 000 francs, qui 5 000 francs, pour lui permettre d'acheter sa semence, parce qu'il n'y a pas de crédit et parce qu'il n'a pas accès aux intrants capables de lui faire transformer sa plantation en un modèle économique viable. Le livre de Sébastien, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai, je connais bien la situation du Togo et je la connais d'autant plus que ça m'a fait plaisir, au fond, de redécouvrir son étonnement par rapport à ce qui se passait au Togo. Pour nous, c'est rentrer dans les habitudes. On s'y habitue. Et on s'est tellement habitué qu'en 2020, c'est vrai, on était en campagne, et moi particulièrement, j'étais en campagne contre mon très cher docteur Atou. Moi qui étais opposé au parti du docteur Abouomé, je peux vous affirmer qu'il nous a battus et qu'il a battu le régime en place. Et pour cela, que ce soit une fois pour de bon dit, pour qu'on sorte de cette bisbille qui tue, qui pollue la vie politique togolaise. Mais ce qui s'est passé avec la DNK en 2020 ne doit pas nous surprendre. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec nous à l'ANC en 2015. Nous avions gagné les élections en 2015. Et tout le monde sait que nous avions gagné ces élections en 2015. Et il a fallu le déplacement personnel de l'agent France-africain le plus en vue dans la sous-région, je vais parler d'Alassane Ouattara, pour venir nous dire de nous calmer et d'accepter, même si on n'a pas perdu, d'accepter avoir perdu, sinon, à peine qu'il n'a pas dit ainsi, la foudre s'abattrait sur nous. Voilà ce qui s'est passé en 2015. Et donc, en 2020, quand la même chose s'est répétée, nous, on n'était pas surpris, on s'y attendait. Et je remonte même à plus loin. Avant 2020, il y a eu 2017. Et 2017 a été véritablement l'année où le Togo aurait pu se libérer de l'emprise de la France-Afrique. Ce n'était pas une élection, c'était une insurrection populaire. C'était une insurrection populaire plus intense que celle qui s'est déroulée au Mali, plus intense que celle qui s'est déroulée au Burkina. À tel point que Vincent Bolloré lui-même, en 2017, a dû se rendre à Lomé pour tâter du doigt ce qui était en train de se passer et pour s'assurer que ses intérêts, et en particulier le port autonome de Lomé, étaient encore en demeure sûrs avec la famille Nassimi. Et c'est à l'issue de ce voyage que d'un seul coup, et Macron, et Alpha Condé, et tous ceux qui constituaient la France-Afrique ont tout mis en œuvre pour casser et tuer la révolution citoyenne qui était en cours au Togo. Les élections de 2020 n'ont été que la continuation de cette insurrection populaire. Le Tchad, comme le dit notre sœur, a eu, je dirais quelque part, le malheur, la malédiction de découvrir du pétrole dans son sous-sol. Et j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même. Le pétrole du Tchad, quand il a été découvert, moi je travaillais à ExxonMobil, l'une des compagnies pétrolières qui s'est accrochée au Tchad et a sucé le Tchad jusqu'à sa mort. Et je me souviens exactement du débat
sur l'indemnisation qu'il fallait accorder aux paysans pour les exproprier, pour les chasser de là où ils se trouvaient. Et je m'étais mêlé à ce débat parce que j'avais déjà connu la communauté Ogoni au Nigeria qui a été massacrée, déportée devant nous pour qu'on puisse exploiter leur sol riche en pétrole. Et on a dû faire venir des spécialistes en éthique et en droit américain pour nous expliquer que ce qui équivaut à une violation des droits de l'homme au Tchad, à une corruption au Tchad, n'équivaut pas à une violation des droits de l'homme aux États-Unis et inversement. Et que ce qui n'était pas permis aux États-Unis était bel et bien permis au Tchad. Et c'est sur cette base-là qu'il a été décidé d'indemniser à raison de 2500 par arbre coupé les pays. Francs CFA, évidemment, par arbre coupé les paysans du Tchad. Voilà comment les choses se négocient, voilà comment la misère s'installe dans nos pays. Et après, bien sûr, on vient amuser, nous divertir avec des bisbilles politiques, etc. Mais moi, je vous appelle tout le temps, à suivre la trace de vos richesses, à suivre la trace de l'argent. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en Afrique, suivez, comme le disent les Anglais, follow the money. Vous trouverez la cause de vos problèmes. Avant de donner la parole à quelques participants du café politique, l'auditoire a eu droit à un message adressé par le président Agbeyome Kodjo aux organisateurs du café politique et à M. Nado. Sur la scène mondiale, nul ne peut plus oublier l'Afrique. Désormais, elle est au cœur de l'actualité politique et économique internationale. La crise au Niger, depuis le 26 juillet 2023, est un accélérateur. Elle cristallise la lutte souverainiste des Africains avec en toile de fond une guerre spirituelle, géopolitique et géoéconomique en cours sur la planète Terre. Quelles forces émergent de l'Afrique ? 62% des Africains ont moins de 25 ans. 70% des subsahariens ont moins de 30 ans. Tous, ils aspirent à une vie meilleure, une éducation de qualité. Or, préoccupés à se maintenir au pouvoir, sûrs de la garantie de longévité que l'Occident leur assure, à cette position, les dictatures à la tête de la plupart des États africains sont incapables d'offrir à cette jeunesse l'éducation de qualité, encore moins une meilleure vie. Leur servilité, leur docilité aux intérêts étrangers est le prix que ces dictateurs payent pour leur assurance. En conséquence, l'Afrique est un continent qui plombe. Aucun progrès n'est possible dans ces conditions. Cela dure depuis plusieurs décennies. Mais pour combien de temps encore ? La réponse dépend de nous, de notre résistance. Au cœur de celle-ci, les jeunes de la diaspora africaine sont aujourd'hui des pionniers. À l'heure des grands bouleversements mondiaux, fortement médiatisés, dans un monde où l'information est à portée de tous, une partie de la jeunesse africaine issue de la diaspora est formée dans les universités occidentales, éclaire et éveille l'opinion africaine avec une grille de lecture nouvelle sur les maux qui minent le continent. Ce leadership de la diaspora africaine constitue l'un des ressorts de la révolution citoyenne en cours en Afrique face à la faillite de la gouvernance politique. Cela est vrai surtout en Afrique francophone, laquelle contraste avec un relatif essor des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni. Ainsi, l'épicentre de la Renaissance africaine se trouve dans les pays que la France a colonisés. Malgré la décolonisation, nos pays sont maintenus dans une dépendance structurelle, malsaine et incestueuse, dans tous les domaines de la vie de l'État.
Ce système néocolonialiste incarné par la France-Afrique a pour objectif prioritaire la suprématie française à travers la protection des intérêts de ces multinationales et la défense des accords secrets contestables signés au lendemain des indépendances aux dépens de la souveraineté et de l'épanouissement des peuples africains. Latent, créé par plusieurs siècles d'agressions barbares, de l'esclavage à la colonisation puis à la France-Afrique, le sentiment anti-français en Afrique a explosé ces dernières années. L'une des raisons se trouve dans les paroles et les actes du président français Emmanuel Macron. Il a trahi les engagements de sincérité de fin de la France-Afrique qu'il avait pris au début de son premier mandat, notamment dans son discours historique à l'université de Ouagadougou. Comme avant lui, le pillage économique français de l'Afrique a continué. Il a continué de soutenir les coups d'État constitutionnels et électoraux. À cela s'est ajouté l'échec retentissant et la fin lamentable des opérations Takuba, Barkhane au Mali et avant cela Sangaris en République centrafricaine. Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée, Gabon, Tchad, Togo, etc. Difficile de comprendre le logiciel de la diplomatie française prétendument axé sur l'état de droit. Le silence coupable entretenu par les puissances occidentales, l'ONU et l'Union européenne, et les organisations continentales et régionales, à l'instar de l'Union africaine, la CEDEAO, ou même les grands médias, témoignent de ce naufrage du droit international et de l'hypothèque de l'universalisme des droits humains. Le combat souverainiste pour la libération et la renaissance de l'Afrique est un combat de tous les âges. C'est ici le lieu pour moi de saluer l'intrépidité de son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, archevêque émérite de Lomé et doyen de l'épiscopat togolais, pour son rôle éminent dans la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Également contraint à l'exil à l'âge de 94 ans, menacé et harcelé pour son combat en faveur de la souveraineté intégrale du Togo sitôt, l'ouvrage Togo, la démocratie étouffée de Sébastien Nadeau est un vibrant hommage à sa lutte patriotique et panafricaine. Je nous prie de faire un banc à son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. Merci. Je salue affectueusement les uns et les autres en ce jour où se déroule l'événement qu'organise Civica Média en partenariat avec le gouvernement légitime du Togo en exil, l'écosystème de la dynamique Monseigneur Podjro DMK et l'organisation néo-panafricaine de souveraineté ONS à ce tournant majeur de cristallisation en Afrique de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale. Mes vœux de succès aux panélistes, experts de grande qualité, venus croiser avec nous leur regard sur les grands bouleversements que connaît l'Afrique. Mes félicitations vont tout particulièrement aux éditions Théam, dans le cadre de la dédicace du livre Togo, la démocratie étouffée. Ce livre dépeint la violence brutale qu'impose la France et ses réseaux à ses anciennes colonies et tutelles, dont le Togo, pour que prospère l'industrie de la mort et la prédation des oligarchies qui ont perdu tous les repères de l'humanisme indispensable à l'équilibre du monde. J'invite donc tous les humanistes, les démocrates et les panafricanistes à devenir les porte-voix de l'Afrique, notamment du Togo, afin que soit respecté le souverain choix du 22 février 2020 du peuple togolais. Et il faut que le Togo soit libre. C'est le message que nous voulons faire passer. Est-ce que vous ne pensez pas que votre prise de position dans cette affaire togolaise vous a coûté votre poste de député?
je salue Adjelé qui est là, qui est un représentant du PASTEF. Oh,